Bonjour. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui tout simplement un hommage à Marcel Conche, qui est décédé il y a quelques jours, alors qu'il allait vers ses 100 ans, à la fin de ce mois-ci. Et cela m'a profondément affecté, étant donné les rapports personnels que j'avais avec lui. Alors, je vais m'inspirer, pour vous parler de lui, d'un article, tout simplement, qui est paru dans le journal Marianne, et dont je vous montre la photo. Et cet article, qui figure donc sur son site, le site du journal, s'intitule tout simplement « Un intellectuel hors norme », la mort d'un intellectuel hors norme. Moi, je dirais la disparition, tout simplement, d'un grand philosophe. Marcel Conche vient donc de disparaître tout près de ses 100 ans. On perd avec lui un intellectuel hors norme, donc ayant mélangé des genres qui ne vont pas toujours ensemble. Historien de la philosophie, d'abord, à la Sorbonne en particulier, spécialiste de la philosophie matérialiste antique, sans être lui-même vraiment matérialiste, j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer sur cette chaîne, en particulier d'Héraclite, dont l'édition fait autorité, mais aussi d'Épicure. Et enfin, il est celui qui a intronisé Montaigne comme philosophe dans Montaigne ou la conscience heureuse, alors qu'il était jeune professeur en faculté, et alors qu'il n'était, ce Montaigne, considéré jusque-là que comme un écrivain. Mais tout autant, ce qui n'est pas fréquent non plus, il aurait été un authentique philosophe, dont l'expression était d'une clarté absolue, contrairement à des philosophes à la mode qui versent dans un jargon sophistiqué pour masquer le vide de leur inspiration et ne citerai personne par politesse. C'est ainsi qu'il aura élaboré une philosophie naturaliste, je dis bien naturaliste, étonnante, en elle-même et par sa conséquence. Alors, en elle-même, il n'y a pour lui qu'une seule réalité, la nature, avec un N majuscule, à la fois infinie, éternelle et bien entendu incréée, mais que l'on peut connaître indéfiniment par la science. Ceci dit, on ne peut la connaître jamais totalement puisqu'elle est infinie. Or, ce qui est précieux dans cette position, qui pose une nature qui existe en soi, contraire à bien des idéalismes philosophiques, c'est qu'elle débouche sur un athéisme radical, doublement original. Et par ses motifs en particulier, dont la souffrance des enfants, qui lui interdit de croire en un quelconque Dieu créateur, et quand il avait soutenu cela dans la revue de l'enseignement philosophique, dans les années, à la fin des années 50, ça lui avait fallu une sacrée polémique, bien entendu. Mais aussi, tout simplement, parce que cette notion lui paraît incompréhensible. Qu'est-ce qu'un absolu qui est nécessairement limité par le monde qu'il a créé ? Et il y a aussi, alors, le statut intellectuel qu'il confère à cette option qui est la sienne, à cette position. Il en est certain, mais il ne peut le prouver objectivement. D'où l'idée qu'il s'agit d'une option métaphysique indécidable, sur le plan théorique, sur le plan de la preuve, ce qui lui impose, au-delà de son dogmatisme subjectif qui est fort, mais aussi à un niveau subjectif, de pratiquer, cela lui impose de pratiquer ce qu'il appelle un scepticisme à l'égard d'autrui, qui entraîne au dialogue avec l'autre et au respect de sa croyance, bien entendu, inverse. Pour autant, il n'aura pas été matérialiste, ce à quoi son naturalisme aurait dû l'amener. L'homme a un esprit, qui est une réalité spécifique, et il est libre. Deux éléments qui méritaient qu'on discute avec lui, ce dont je ne me suis pas privé, mais sans, bien entendu, mépriser en quoi que ce soit sa position à lui. À quoi j'ajouterai personnellement sa réflexion sur la mort. Il a écrit un livre, Penser la mort, et il a souvent dit qu'on ne pouvait pas penser philosophiquement sans être dans l'horizon, en quelque sorte, de la mort. Donc une réflexion sur la mort, inévitable et définitive. Elle lui permet de distinguer une solitude essentielle face à celle-ci, à laquelle l'homme est confronté, et face à laquelle seule une sagesse tragique, la formule de lui, peut nous aider pour y faire face. Et à côté de cette solitude essentielle, il y a une solitude accidentelle, liée à la mort d'un proche, et qui aurait pu ne pas arriver. La souffrance, ici,
est difficilement guérissable par une quelconque réflexion philosophique parce qu'elle est strictement affective. Belle réflexion, belle distinction selon moi. Enfin, et sur ce même plan philosophique, il aura conçu une philosophie morale originale dans le fondement de la morale et dont je me sens très proche. Ici aussi, et contre l'air du temps, il affirme vigoureusement, mais aussi rigoureusement, la légitimité de la morale. Alors, il la distingue de l'éthique, on est peu nombreux à le faire, elle fait partie de ceux qui la distinguent, mais il y a aussi Habermas ou quelqu'un comme Ricoeur, qui renvoie à des systèmes de valeurs multiples, particuliers, relatifs et optionnels, issus de la vie. La morale, c'est tout autre chose. Elle consiste en valeurs objectives et impératives, universelles, et dont le contenu est universaliste. En un sens, c'est du Kant, si vous voulez, mais il ne la fonde pas sur une raison transcendante, en un sens, comme chez Kant, mais un peu comme Habermas, qui ne connaissait pas pourtant, il la fonde sur le dialogue interpersonnel. Dès lors, dit-il d'une manière assez originale et avec humour, dès lors qu'un nazi parle avec vous, celui-ci cesse d'être un nazi. D'où, et c'est important, sinon crucial par les temps qui courent en politique, le fait que la morale, bien entendu, débouche nécessairement sur la politique, spécialement dans ses fins, et pas simplement dans ses moyens. Et il se souvient ici justement de Rousseau, qui avait dit cela. Et inversement, il affirme que la politique, comme chez Rousseau, doit s'inspirer de la morale pour l'actualiser pratiquement dans le champ de la vie pratique et sociale. Liberté, égalité, et plus tard, fraternité, sont les valeurs de la Révolution française, inspirées de Rousseau, et au point de mépriser, s'agissant des rapports de la morale et de la politique, et d'une manière magnifique selon moi, que, je le cite, le discours révolutionnaire n'est rien d'autre que le discours moral dans sa forme politique. Il faut entendre ce propos tant il contredit l'amoralisme dominant, et l'on doit savoir que l'amoralisme débouche tout simplement sur une immoralité pratique, qui s'ignore ou se dénie subtilement, ou en tout cas hypocritement. Or, il y a en France un philosophe connu médiatiquement, André Comte-Sponville, qui fut son élève à la Sorbonne, et à qui le liait une estime forte et réciproque, et dont j'ai été l'ami pendant un temps assez important. Sauf que celui-ci a écrit, Comte-Sponville, son fameux livre « Le capitalisme est-il moral ?», dans lequel il soutient que nous n'avons pas à juger l'économie capitaliste sur un plan moral, malgré ce qu'il reconnaît être ses défauts humains. Elle est amorale, ni morale ni morale, et elle n'a d'autre but légitime, selon lui, que l'efficacité. Alors, je vous dis tout de suite que cela a mis en colère Marcel Conche, bien entendu, qui, lui, au contraire, trouvait ce système tératologique, c'est-à-dire monstrueux, en opposition radicale avec le jugement d'abstention, en quelque sorte morale, de Comte-Sponville. D'où l'intérêt, aujourd'hui, de lire Conche, pour mieux contrer ce type de diagnostic dans les conditions sociales de notre époque, qui sont absolument abominables. J'ai parlé du philosophe, mais il y a aussi son fameux journal étrange, en plusieurs tomes, qui l'a rendu célèbre et qui en fait un authentique écrivain, je vous le dis tout de suite. Dans une prose toujours aussi limpide, mais concrète en plus, parce que c'est pas vraiment de la philosophie. Il développe de nombreuses réflexions personnelles liées à sa vie, sur ses goûts artistiques, y compris cinématographiques, il adorait le cinéma, son amour de la nature, lié à son enfance paysanne, il a vécu dans un milieu de paysans en Corrèze, ses élans affectifs, amicaux ou amoureux, sans qu'on s'ennuie un seul instant. On apprend ainsi, vous voyez, parmi les anecdotes étonnantes qui le concernent, que c'est en faisant du vélo enfant, et en se demandant si la route qu'il suivait
allait continuer indéfiniment après le tournant, où il devait s'arrêter, que son père le lui avait demandé, qu'il a eu du coup, tout d'un coup, une idée de l'infini, qu'il a décidé, figurez-vous, à devenir philosophe. Ou encore, il raconte comment il est tombé amoureux de sa professeure de français, bien plus âgée que lui, il devait y avoir, je crois, 13 ans de différence entre eux, qui elle-même l'admirait pour son talent littéraire. Elle lui donnait 19 en français constamment. Elle était complètement éblouie. Lui-même dit à son ami, qui était à côté de lui, en classe, je vais épouser cette femme. Ils se marièrent. Elle l'aida à faire ses études de philosophie à Paris, et il l'aima jusqu'à son décès, fût-ce d'un amour plus platonique que charnel de sa part, ce qu'il reconnaît avec une très grande sincérité. Enfin, je ferai allusion à son dernier sentiment amoureux, qui l'a rendu en quelque sorte célèbre, après la mort de sa femme, bien entendu, à l'égard d'une Corse, la fameuse Émilie. C'était une femme curieuse de philosophie, n'ayant près de 40 ans de moins que lui, il en avait 84, et avec qui il eut un long échange épistolaire passionné, au point d'en tomber amoureux. Même s'il le niait, vous voyez. J'en ai parlé, et il ne voulait pas admettre qu'il fut effectivement sous les amoureux. Et il alla la rejoindre dans cette île où elle cultivait, figurez-vous, des olives. Alors, je laisse de côté la fin de cette aventure, car elle eut une fin, qu'il décrit dans son livre Corsica, qui a eu un très grand succès, et un grand succès, tant l'intelligence, la sincérité et l'affectivité s'y mêlaient harmonieusement. Le lecteur la découvrira, cette fin, en goûtant le plaisir de lire un livre pareil jusqu'au bout. On aura pas compris pourquoi il fallait rendre hommage à Marcel Conche, en tout cas, pour moi, c'était une obligation. Cela tient à la qualité et à la multiplicité de ses facettes intellectuelles, à quoi s'ajouter, mais je n'y insiste pas, des qualités humaines rares pour ceux qui l'ont connu. Merci.